Bonsoir ou bonjour, chers amis internautes, selon la zone géographique où vous vous trouvez. Mon nom est Henri Désiré Nzouzi. Je suis le vice-président de l'African Diaspora Network in Europe. Cela fait bientôt 2 mois maintenant que nous nous entretenons avec vous au cours de cette pandémie du Covid-19 qui, vous le savez, affecte tous les pays du monde sans exception. Nous avons donc décidé d'inviter des hommes et des femmes de cœur, de conviction et d'engagement pour venir nous proposer leurs solutions pour sortir de la meilleure façon de cette pandémie. Alors, l'African Diaspora Network in Europe a été fondée en 2015 avec comme objectif évidemment de préserver et de maintenir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics européens d'une part, mais aussi avec les pouvoirs publics locaux. Cela nous a donné aussi une autre responsabilité, celle de prendre langue avec les responsables de tous bords dans les pays d'origine en Afrique, mais aussi en tissant des liens étroits avec les organisations internationales. Ça tombe bien, car ce soir, nous avons un invité de premier choix qui nous fait l'honneur d'être présent et avec qui nous allons aborder, bien évidemment, vous vous en doutez, la problématique du Covid-19 et la manière la plus efficace d'en sortir, mais nous parlerons aussi et surtout de l'opérationnalisation du dividende démographique et résilience communautaire face à cette pandémie du Covid-19. Alors, je vais, avant de vous le présenter, eh bien, vous proposer tout simplement de faire connaissance avec lui, puisque c'est un homme qui a énormément de casquettes et qui a eu une très longue carrière que nous lui souhaitons encore plus longue au niveau du système des Nations Unies qu'il sert avec zèle et dévouement. Il sera donc notre invité ce soir. Nous allons aborder avec lui toutes les questions en sa qualité de directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, ce qui nous permettra bien évidemment de pouvoir en savoir davantage sur ce qui se fait sur le terrain. En attendant, nous allons faire sa connaissance à travers ce petit élément qui en dit long, d'une certaine manière, sur sa personnalité. Magnéto. Je marche pour le droit de la femme. Je marche pour mettre un terme à la mortalité maternelle, pour l'égalité des genres. Je marche pour un monde où les droits de tous sont respectés. Je marche pour un monde où les choix des uns et des autres sont respectés. Je marche pour un monde prospère. Je marche tous les jours pour la jeunesse. Je marche pour la capture du dividende démographique, pour la construction de cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063, pour une Afrique prospère, pour les jeunes filles, pour la femme. Je marche pour mettre un terme aux violences basées sur les genres. Je marche pour une Afrique où les jeunes sont bien éduqués, où les jeunes ont un emploi. Je marche pour une Afrique juste, pour une Afrique où les populations vivent dans la prospérité. Je marche et je marche. Voilà qui nous permet une belle entrée en matière afin de vous présenter notre invité du jour, Monsieur Mabinge Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, et ce pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Vous êtes basé à Dakar et c'est depuis janvier 2015 que vous assumez ces responsabilités. Monsieur le directeur régional, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, nous avons pris la liberté, évidemment, de faire connaissance avant que vous ne soyez en ligne. Et grâce à vous, nous allons marcher et cheminer ensemble dans les méandres du dividende démographique, si vous le permettez. D'abord, une question peut-être beaucoup plus personnelle. Comment allez-vous? Ça va, hein, par la grâce de Dieu. Hein, ça se passe très bien. Et je suis très content d'être avec vous ce soir. En tout cas, c'est un privilège pour nous, monsieur le directeur. Alors,
Je vais faire très court puisque votre biographie est très fournie et je pense qu'il faudrait 2 ou 3 émissions pour venir à bout de vos qualités respectives. Pour rappel, donc vous êtes entré, enfin vous avez rejoint en tout cas le Fonds des Nations Unies pour la population en 2008 en qualité de directeur de programme de la division programme à New York. Vous avez également en tant que leader stratégique dirigé le développement du plan stratégique 2014-2017 qui introduit justement les réformes organisationnelles importantes au sein de cet important organisme des Nations Unies. Je rappelle que de 2003 à 2008, vous avez travaillé pour le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et ce en qualité de gestionnaire du portefeuille pour l'Afrique et ensuite comme chef d'équipe pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à partir de Genève. Je rappelle enfin que vous êtes le titulaire d'une maîtrise en développement économique et également de politique publique et vous avez également un diplôme d'études supérieures en développement économique et planification. Vous avez reçu des prix, je pense que c'est important de pouvoir le mentionner, prix académique de l'Université de Chicago, de l'Université américaine de Washington, D.C. et aussi le prix Foreign and Commonwealth Award du Royaume-Uni. Vous détenez également une certification en gestion du changement de l'Université Boulder dans le Colorado. Et enfin, on va y arriver, vous êtes actuellement membre de l'American Cancer Society et vous appartenez à l'Humbert Humphrey Fellowship et à Chevening Scholarship Alumni Association. Je pense que j'ai parlé sous votre contrôle. Est-ce que je suis pour le vrai, monsieur le directeur régional? Vous êtes sur la bonne voie. Très bien. Écoutez, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Alors, vous vous doutez bien que la situation que nous vivons à l'heure actuelle est très singulière avec cette pandémie du Covid-19 et nous allons donc ensemble voir avec vous ce qu'il en est d'une part de l'opérationnalisation du dividende démographique et de la résilience communautaire face à la pandémie du Covid-19. Vous avez mené avec brio un projet très ambitieux qui s'appelle Face émergent. Nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais avant cela, il y a quand même une information, une actualité que j'aimerais soumettre à votre appréciation. Dans une visioconférence avec les ministres de la Santé de Maurice, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, la responsable régionale de l'OMS pour l'Afrique a tiré la sonnette d'alarme par rapport au fait qu'il y a 2 semaines, eh bien, le nombre de cas n'était pas le même qu'aujourd'hui en Afrique. Et je la cite, les cas signalés ont triplé dans 5 pays et doublé dans 10 pays. Alors, ça m'amène bien évidemment, monsieur le directeur régional, à la première question, sachant que la courbe de progression du Covid-19 en Afrique ne cesse d'accroître. Les statistiques sont de plus en plus alarmantes puisque on est à plus de 115 000 morts, 115 000 cas et près de 3 800 décès pour un peu plus de 45 000 guérisons. La question est simple. Comment d'une part, les agences des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Centre aident les gouvernements et la population à faire face à cette pandémie et surtout, quelles sont les actions menées par le Fonds des Nations Unies pour la population pour soutenir les stratégies des ripostes nationales. Merci, merci à Henri. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité, mais également commencer par saluer mes collègues de l'Organisation mondiale de la santé, notamment ma sœur Maouti, avec qui je co-préside Health Harmonization in Africa, et d'ailleurs qui nous fait le plaisir de briefer tous les mardis à 9h, heure de Dakar, l'équipe des directeurs régionaux des Nations Unies basée en Afrique, dont j'ai l'honneur un peu de faciliter la coordination. Je pense que je veux vraiment saluer l'excellent travail que l'Organisation mondiale de la santé fait. Cela dit, je dois dire que la pandémie Covid constitue vraiment la plus grande crise mondiale de santé de notre siècle. Et comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, je pense que c'est la plus grande épreuve à laquelle nous sommes confrontés
depuis la création du système des Nations Unies. L'augmentation constante du nombre de cas Oui, je disais donc que l'augmentation constante du nombre de cas COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous m'entendez? Tout à fait. Je vous entends parfaitement, monsieur le directeur. Oui, je suis vraiment désolé. Donc, je disais donc qu'il y a donc une augmentation des cas, je pense, qui inquiète. Mais je dois dire quand même qu'on a une amélioration positive. Parce qu'avant le 1er avril 2020, dans la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara, donc il y avait une tendance au doublement toutes les 4 ou 5 jours. Et au moment où je parle, je pense que cette tendance de doublement a pratiquement doublé, ce qui signifie donc qu'il y a un infléchissement léger de la courbe, mais qui continue à monter. Donc, pour revenir un peu sur votre question, je pense que depuis qu'on a assisté en tout cas au premier cas, donc vers la fin du mois de février, exactement le 29 février 2020, les agents du système des Nations Unies travaillent sans relâche avec les gouvernements pour faire en sorte que la région soit proprement préparée, mais également que la région soit vraiment apte à réagir pour contenir la maladie COVID-19. Et je peux dire que partout à travers la région, le système des Nations Unies a quand même accompagné les pays dans la planification, a accompagné les pays dans la provision d'équipements de protection personnelle, mais également a accompagné les pays dans la conception des plans de réponse, dans la mise en œuvre des plans de réponse, dans la mobilisation des ressources dont les pays, comme vous le savez, la plupart de ces pays n'ont pas l'espace fiscal qui les permet un peu de faire face à ce défi. Et je pense que le système des Nations Unies, sur tous ces chapitres, est en train d'accompagner les pays dans la réalisation de leurs choix en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Je dois également rappeler que le document cadre qui oriente un peu le soutien socio-économique urgent que les Nations Unies apportent aux pays, tel que défini par le secrétaire général des Nations Unies, donc met l'accent sur 5 axes de travail et qui vise principalement à protéger les besoins et les droits des personnes qui subissent en tout cas les contre-coups de la pandémie. Et à ce niveau-là, une attention particulière est accordée aux pays, aux groupes et aux personnes les plus vulnérables qui risquent d'être laissées pour compte. Donc, nous avons 5 domaines. Le premier, c'est de veiller en sorte que les services de santé essentiels soient toujours disponibles et protéger les systèmes de santé. Donc, le premier objectif, c'est vraiment d'assurer la continuité des services de santé et la protection des systèmes de santé. La deuxième composante de notre réponse, c'est vraiment d'aider les personnes à faire face à l'adversité grâce à la protection sociale, mais également aux services de base. Comme vous le savez, dans ces périodes de difficulté, l'une des premières conséquences, c'est également les pertes d'emploi, mais également les pertes de business pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est vraiment le troisième axe d'intervention de notre plan d'accompagnement. Le quatrième axe, c'est vraiment est orienté vers l'impulsion de la relance budgétaire et financière, l'impulsion qui permet un peu de maintenir ou de relancer l'activité économique dans ces différents pays. Et le cinquième axe, c'est la promotion de la cohésion sociale. Donc, c'est important, bon, comme vous le savez, donc, en période de difficulté, donc, il est très facile, en tout cas, de créer des divergences, de créer des difficultés au niveau des communautés, y compris même dans les foyers, à cause un peu des contraintes que les uns et les autres rencontrent. C'est pourquoi il nous faut absolument bâtir des systèmes de résilience au niveau communautaire. C'est extrêmement important, cette cohésion sociale, cette réponse communautaire qui permet un peu de rapprocher les uns et les autres. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les gouvernements dans la région, je pense, travaillent en étroite collaboration avec le système des Nations Unies, qui, je crois, que j'ai vu travailler la main dans la main, travailler dans une direction unique, derrière les pays, avec le soutien de la communauté internationale. Et je crois que ça a été un facteur déterminant dans les tendances que nous voyons aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara,
qui, il faut dire, il faut le rappeler, est très bien parti parce que les autorités nationales en Afrique au sud du Sahara ont eu quand même le mérite d'avoir pris des actions courageuses et parfois difficiles très tôt. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de cas que nous voyons, les pertes humaines que nous voyons, que nous regrettons, sont bien en deçà de ce qui était planifié par les modèles qui ont été utilisés par nos collègues. Tout à fait. Alors, Monsieur le directeur régional, l'Union africaine a lancé en 2017 la feuille de route pour exploiter le dividende démographique par le biais d'investissements dans la jeunesse et une déclaration a été faite dans ce sens pour que les États membres s'approprient et mettent en œuvre cette feuille de route. Mais beaucoup de pays, il faut bien le rappeler, qui ont adopté cette feuille de route, ont du mal à trouver des modalités de mise en œuvre efficaces pour la rendre opérationnelle. Alors, que révèle selon vous la pandémie du Covid-19 par rapport précisément à l'efficacité de la politique mise en œuvre par les pays pour la capture du dividende démographique? Oui, mais écoutez, peut-être je peux commencer par la bonne nouvelle, parce que hier, le Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 376 millions de dollars. Donc, pour l'opérationnalisation de la capture du dividende démographique, donc dans les pays de la sous-région, dans quelques pays, donc les 6 pays de départ, donc notamment le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, auquel s'est ajouté, j'allais dire un peu le Bénin. Et hier, nous avons 2 nouveaux arrivés de taille qui sont un peu le Cameroun et la Guinée. Donc, des ressources additionnelles qui portent actuellement à 680 millions de dollars, des ressources qui proviennent de la Banque mondiale pour accompagner la feuille de route de l'Union africaine de 2017. Mais je vais vous dire que ce n'est pas l'élément le plus déterminant parce que nous avons quand même pu mobiliser ces ressources que sont en tout cas les jeunes, que sont les organisations de femmes, que sont les organisations de leaders religieux, ressources qui nous permettent quand même de faire des avancées qu'on ne peut pas faire avec des milliards de dollars. Donc, c'est un deuxième aspect que je souhaiterais mentionner. Maintenant, il faut accepter que l'arrivée de Covid-19, pour revenir un peu à votre question, donc rend l'équation plus difficile, rend l'équation des ressources plus difficile, rend également l'équation de la trajectoire que nous étions tracée donc en 2017 et en 2018 à travers un peu les feuilles de route au sein des pays un peu plus compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que les jeunes à travers le continent sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour faire en sorte que la réponse soit efficace, pour faire en sorte que leur action puisse renforcer le système de santé, pour faire en sorte que leur action puisse renforcer les systèmes de surveillance, pour faire en sorte que leur effort puisse également soutenir toutes les opérations de riposte jusqu'aux endroits les plus éloignés. Maintenant, il faut protéger ces jeunes. C'est un aspect extrêmement important parce que nous savons que le Covid-19 ne laisse personne. Donc, il faut donc que les jeunes soient informés, il faut que les jeunes eux-mêmes soient équipés et il faut que les jeunes soient très bien préparés pour, en tout cas, apporter leur contribution à la riposte contre le Covid-19. Je crois que c'est un aspect fondamental parce que cet engagement des jeunes, cet engagement des organisations de jeunes pourrait quand même peser sur la balance pour contenir les effets pervers de Covid-19 dans un continent comme l'Afrique où nous comptons une majorité de la population qui a moins de 35 ans. Par exemple, à Kaduna, le gouverneur nous a dit, cela fait à peu près 18 mois, que près de 83% de la population était âgée de moins de 35 ans. Donc, vous voyez donc que dans une situation pareille, ce sont les acteurs de la réponse, mais également ce sont les personnes donc les plus exposées. Et au moment où l'Afrique veut miser sur cette jeunesse, au moment où l'Afrique veut faire de la jeunesse le fer de lance de son développement, nous ne pouvons pas nous payer, en tout cas, le risque de perdre un jeune, encore moins de perdre un nombre impressionnant de jeunes qui pourraient remettre en cause nos chances de gagner la bataille du dividende démographique.
Alors précisément, pour ceux qui nous suivent, le directeur régional, je vais donc proposer un élément qui concerne en fait une conférence à laquelle vous avez pris part et qui précisément traitait de la question. On regarde. La conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue du 12 au 14 novembre 2019 à Nairobi, au Kenya, a accueilli plus de 10 000 délégués issus de tous bords. Le bureau régional du l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre y a pris part en mettant l'accent sur l'importance de la capture du dividende démographique pour l'Afrique. À cet effet, les partenaires d'exécution du projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, Suède, ont organisé une rencontre qui a permis d'échanger sur les meilleures pratiques et les approches innovantes en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. Lors de cette conférence mondiale, le réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement, AFRIAN, a été récompensé par le prix international de leadership. Une distinction que ces jeunes ont dédiée à la directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique du Sud et de l'Est, le Dr Julita Onabanjo, et au directeur régional du bureau Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabinge Ngom, par ailleurs concepteur du mouvement Put Your People First ou donner la priorité aux jeunes. In Banjul, I was about to sit with young people. J'étais en réunion avec les jeunes et une bannière indiquait « Ne laissez personne derrière ». Je leur ai dit que le message devrait être « Put Young People First ». And that's the beginning of the movement hashtag Put Young People First. And I hope you will go ahead and look at it. C'est ainsi que le mouvement social a débuté et depuis lors, nous avons fait énormément d'efforts pour mettre la question des jeunes dans les agendas du continent, mais aussi mondiaux. Very high in the continental and in the global agenda. Durant ce sommet, les États et les partenaires ont pris l'engagement de transformer le monde en mettant un terme, d'ici 2030, au décès maternel évitable, aux besoins non satisfaits en planification familiale et aux violences basées sur le genre et autres pratiques néfastes envers les femmes et les filles. Plus de 1200 nouveaux engagements y ont été pris, dont près d'un tiers viennent de l'Afrique. Voilà, donc ça permet justement de rebondir, M. Mabinge Ngom, avec cette troisième question que j'aimerais soumettre à votre attention. Il semblerait que l'équation soit néanmoins compliquée pour l'Afrique dans la mesure où il faut que les pays puissent être en capacité, je dirais, d'adopter un certain nombre de mesures pour pouvoir réaliser les investissements qui s'imposent dans les systèmes de santé résilients, l'éducation, la lutte contre le taux de chômage élevé et, vous l'avez évoqué tout à l'heure, chez les jeunes. Alors, on peut se poser la question, aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe dans le monde, à cause de cette pandémie du Covid-19, de quelle marge de manœuvre les pays africains disposent et surtout, quelle sera la capacité d'un organisme comme le vôtre et d'autres, parce que je rappelle tout de même que vous avez une autre casquette, je ne l'ai pas évoquée en introduction, mais c'est quand même important de le souligner, vous êtes le président intérim du groupe des directeurs régionaux pour le développement durable des Nations Unies, et ce pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en prise sur le terrain. Alors, qu'avez-vous à répondre à cette préoccupation, monsieur le directeur régional? Oui, moi je dirais que il y a peut-être 3 ou 4 choses au niveau de l'équation. D'abord, nous avons les ressources que j'ai évoquées tout à l'heure, mais nous avons peut-être une variable extrêmement importante. Je pense qu'il y a un peu le croix démographique très fort qui engendre un peu une demande additionnelle, régulière, qui rend un peu la situation encore beaucoup plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que les pays africains eux-mêmes sont en train de faire des efforts extraordinaires donc, pour mobiliser leurs propres ressources, en plus des ressources non traditionnelles dont j'ai fait allusion tout à l'heure, ces ressources qui ont quand même la capacité de faire, en tout cas d'amener donc des changements profonds dans des endroits qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas partie des domaines où on espérait voir des changements rapides. Mais nous avons également donc, une autre dimension positive, c'est que la communauté internationale est derrière
des pays africains. Parce que, je n'aime pas le dire, je dirais d'ailleurs que pour une fois, donc, les Africains eux-mêmes donc, ont choisi cet agenda, ils ont eux-mêmes défini la feuille de route, ils ont lancé leur feuille de route, ils sont en train de mobiliser leurs propres ressources et ils sont en train d'avancer. Donc, je pense que ça crée quand même un climat favorable pour un accompagnement plus conséquent de la communauté internationale, accompagnement qui n'est pas encore au niveau optimal, mais nous avons espoir qu'avec le travail de mobilisation, avec le travail de plaidoyer que nous sommes en train de faire, surtout dans des régions comme la région du Sahel ou la région du bassin du lac Tchad, régions dans lesquelles nous sommes en train de démontrer, donc avec les chiffres et les évidences, qu'il vaut mieux investir dans la prévention que de continuer à investir des sommes extrêmement importantes pour faire face à ces conflits, à ces situations difficiles qui sont là depuis plusieurs décennies. Maintenant, il y a un aspect également qui est fondamental au niveau de l'équation, peut-être sur lequel nous devons revenir, c'est que ce sont des tendances lourdes qui ne changent pas du jour au lendemain. Donc, nous devons, en tant qu'organisation, changer notre approche un peu de gestion du développement. Ce ne sont pas des variables qui fléchissent donc, à l'horizon de 2, 3 ou 4 ans. Je pense que ça prend du temps. Si vous voulez, par exemple, changer le croît démographique, ou bien si vous voulez changer un peu un certain nombre d'habitudes qui sont derrière un peu le choix que les couples ont en termes de nombre d'enfants, je pense que c'est un exercice qui prend du temps et les effets de tels changements ne peuvent se faire qu'à l'horizon d'une ou de 2 générations. Donc, ce qui signifie que les partenaires au développement, y compris ceux du système des Nations Unies, doivent apprendre à être patients, doivent apprendre à comprendre que nous travaillons sur des tendances lourdes, doivent apprendre à rester sur des objectifs qui sont fixés. Donc, il ne s'agit pas de faire un choix aujourd'hui et de changer demain. Nous risquons donc de rater le coche. Mais également, il faut éviter des opérations de saupoudrage que nous avons connues pendant les décennies passées, qui consistent à injecter des ressources marginales dans des domaines où il y a des problèmes énormes, ce qui nous empêche en tout cas de générer la masse critique d'intervention qui sera capable de créer l'impact ou les transformations que nous voulons donc au niveau des communautés. Je peux dire un dernier aspect qui me rend en tout cas optimiste, ou j'allais dire plus optimiste, c'est que nous avons pu mobiliser certains acteurs comme les leaders traditionnels, les leaders religieux, les communicateurs traditionnels. Et ces derniers, par exemple, nous ont permis, à travers le verbe, de toucher les populations qu'on n'a pas été capable de toucher avec les moyens de communication modernes. Avec les leaders religieux, nous avons été capables de toucher les personnes, les communautés qui, dans le passé, n'acceptaient même pas de se tenir dans une salle donc, avec nous. Et je crois que le travail d'approche que nous avons fait, le travail de confiance que nous avons fait, les relations que nous avons construites à travers ces dernières années nous ont aidé quand même à créer donc, un climat de confiance qui nous permet aujourd'hui de marcher avec ces différentes communautés la main dans la main pour accompagner les plus hautes autorités nationales dans la réalisation de leur choix de capture du dividende démographique qui va permettre à l'Afrique de récolter une manne financière. Je parle de 500 milliards de dollars par année et sur 30 ans, ce qui n'est pas exact, parce qu'aujourd'hui, si vous faites le calcul du tiers du PIB en Afrique et vous le divisez par 3, c'est bien au-delà de 500 milliards de dollars par année et sur une période qui va au-delà de 30 ans. Et je ne parle que de la première fenêtre. Donc, je pense qu'il y a ici un potentiel extraordinaire qui pourrait permettre à l'Afrique de sortir un peu de cette situation de pauvreté et de misère que nous avons connue ces dernières années. Alors, l'an passé, vous avez publié un ouvrage fort remarquable, Goal 17, le partenariat, une démarche privilégiée du Fonds des Nations Unies pour la population, et ce, dans la transformation de l'Afrique et du monde. Alors, on sait très bien que dans cette transformation, les jeunes jouent un rôle prépondérant. Avant de vous permettre de répondre, je voudrais soumettre à votre attention cet élément et ainsi qu'aux internautes.
Dans son agenda 2063, l'Union africaine aspire à une Afrique dont le développement se fera en s'appuyant sur le potentiel de population, en particulier celui des femmes et des jeunes. Au cours des prochaines décennies, le rôle des jeunes africains sera essentiel dans le développement social et économique du continent, car la proportion de jeunes au sein de la population totale ne cesse de croître en Afrique, avec notamment plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans. Si cette augmentation représente une opportunité de dividende démographique, elle s'accompagne aussi d'un risque d'aggravation du chômage, notamment chez les jeunes. En effet, malgré une croissance économique soutenue sur le continent durant les 2 dernières décennies, la population jeune n'a pas bénéficié des retombées en termes d'opportunités d'emploi et d'amélioration de ses conditions de vie. Cette jeunesse, qui constitue un atout considérable pour relever les défis du développement durable, est déterminée à faire entendre sa voix. Nous ne voulons pas qu'on décide à notre place. Pour une gouvernance participative, nous voulons avoir la parole et exprimer sans tabou et sans gêne ce que nous pensons du dividende démographique, ce que nous pensons du développement de notre point de vue jeune. Nous avons une théorie de changement. Tous les jours, nous entendions beaucoup de phrases. Il y a les instruments juridiques, il y a les lois, nous avons également les projets qui sont là. Il est dit que la jeunesse est le socle du développement, la jeunesse est le futur. Mais qu'en est-il réellement de ces actions? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont prises sur le terrain? Qu'en est-il de ces projets et programmes? Est-ce qu'ils impliquent réellement les jeunes? Parce que de mon point de vue, perspective jeune, le dividende démographique doit être vu comme positif et guidé avec les moyens nécessaires. Des mots assez forts, hein? Mais c'est des mots qui s'appliquent à nous tous. Hein? Des engagements qui sont pris. Je disais tout à l'heure que la volonté politique, donc, elle est forte, elle est très bonne, mais elle n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut que cette volonté politique puisse être accompagnée par, en tout cas, des mesures d'investissement qui sont à la hauteur des problèmes que nous voulons régler. Mais il faut également que les familles, que les individus, que les jeunes, que les partenaires jouent également leur partition. Donc c'est un problème douloureux auquel nous faisons face aujourd'hui et cela demande un peu la participation, l'engagement de chacun. La transformation du dividende. Voilà, parfait. Nous sommes de retour sur le plateau, ce qui vous permettra, monsieur le directeur régional, de réagir sur ces 2 éléments qui vous tiennent très à cœur. J'évoquais tout à l'heure cet ouvrage que vous avez publié l'an passé sur cette démarche du Fonds des Nations Unies pour la population pour la transformation de l'Afrique et du monde. Oui, je pense que l'ouvrage Goal 17 que nous avons publié l'année dernière, qui a été lancé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc a une recommandation très forte à la fin. Si vous avez eu l'occasion de le parcourir, nous suggérons un peu la mise en place d'une coalition internationale pour la capture du dividende démographique en Afrique, pour une raison très simple. Parce que nous pensons que c'est un outil qui peut aider à l'Afrique, en tout cas aider l'Afrique, en tout cas de rentrer dans une ère de prospérité. Aider à l'Afrique un peu, de réaliser un peu tous les objectifs de développement durable, mais également le dividende démographique va permettre un peu à l'Afrique, va mettre un terme donc, aux différents conflits que nous connaissons en Afrique, ici autour de nous, bon, certains conflits qui datent depuis 50 ans. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, ça demande quand même une rupture dans la façon de faire. Je pense que j'ai parlé de certaines dimensions tout à l'heure. Et la question des partenariats pose un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons été confrontés les décennies passées. Donc, le premier, c'est qu'il y a un nombre impressionnant d'opérations pilotes, donc de petite envergure, et des opérations pilotes qui, même lorsqu'elles sont concluantes,
ne font pas vraiment l'objet d'une amplification, hein, d'une expansion, d'une multiplication qui nous permet un peu de réaliser l'impact et la transformation dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi? Parce qu'on est dans des opérations de test, on reteste, on teste, on reteste, on reteste. C'est un aspect. Et c'est parce que les partenaires ne travaillent pas ensemble, c'est parce qu'il n'y a pas quand même un alignement, donc un véritable partenariat derrière un peu les objectifs qui fait qu'il y a une tendance à chaque partenaire, en tout cas, de venir planter son drapeau, développer sa petite initiative, tester, retester et même tester des choses qu'ils ont eux-mêmes testées ou que d'autres ont testées. Donc, l'idée de Goal 17, c'est vraiment d'encourager donc les partenaires, tous ceux qui sont soucieux, en tout cas d'accompagner l'Afrique dans ce choix, dans la réalisation de la feuille de route de 2017, donc de travailler la main dans la main derrière un nombre limité d'initiatives qui sont en train de faire leur preuve, comme l'initiative Suède ou l'initiative FAS, dont on parle d'ailleurs dans Goal 17, je pense vers la page 76, qui est vraiment ce qu'on appelle en anglais a homegrown initiative, et qui permet d'amener un peu ce concept de dividende démographique au niveau communautaire, au niveau décentralisé, de promouvoir un peu sa domestication et de permettre un peu à ces acteurs à la base d'en faire un peu leur instrument donc pour une Afrique émergente. Donc, il s'agit vraiment d'encourager des changements de comportement. Pas les changements de comportement dont nous parlons très souvent, les changements de comportement de famille, du leader communautaire ou de la fille ou du garçon vis-à-vis de sa sœur. Des changements qui sont importants, mais ces changements au niveau individuel ne vont pas aller très loin si les institutions elles-mêmes ne changent pas dans leurs attitudes vis-à-vis du développement, dans leurs attitudes vis-à-vis de l'accompagnement des efforts de développement et dans leurs attitudes vis-à-vis du positionnement des acteurs communautaires dans ces efforts de développement. Donc, l'idée de partenariat, c'est que ce n'est pas des actions qui peuvent être gagnées seules. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous allez dans un village au fin fond de Bambey ou de Podor, vous ne pouvez rien faire sans parler aux leaders religieux que vous allez rencontrer à l'entrée du village. Vous pouvez faire quelque chose, vous avez l'impression que vous avez fait un progrès, mais au moment de retourner dans votre véhicule, les habitudes reviennent. Donc, je pense qu'il faut entrer dans les communautés par la bonne porte. Il faut prendre le temps pour négocier ces entrées. Il faut prendre le temps pour cultiver la relation, développer la confiance. Et lorsque cette confiance est établie, ces leaders qui sont des personnes écoutées, qui sont des personnes respectées, qui sont des personnes suivies, vont porter les messages et vont nous permettre les choses que nous ne pouvons pas réaliser avec des milliards. Et ce partenariat est important parce que l'engagement des leaders n'est pas suffisant. Nous avons besoin, par exemple, de ressources pour faire en sorte que certains produits soient disponibles. Nous avons besoin de ressources pour construire des salles de classe. Nous avons besoin de ressources pour améliorer la santé. Nous avons besoin de ressources pour accompagner les autres aspects de la formation du capital humain. Et malheureusement, la bonne volonté des dirigeants africains n'est pas suffisante parce qu'ils n'ont pas l'espace fiscal. Ils n'ont pas l'espace fiscal dans des zones comme le Sahel ou le bassin du lac Tchad, hein, où nous avons des pays comme le Tchad qui dépensent 30% de leur budget dans la réponse militaire. Ils ne sont pas outillés pour construire les classes, faire les hôpitaux. Dans cette transformation de l'Afrique et du monde que vous appelez de vos voeux, il y a une composante essentielle, c'est la femme. On a parlé tout à l'heure des jeunes, mais la femme, il faut bien le dire, est fortement impactée par les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social. D'ailleurs, à ce sujet, votre organisation a fait état d'une aggravation des cas de violence faites aux femmes durant cette crise. Alors, comment soutenir les femmes africaines à faire face aux conséquences socio-économiques du Covid-19? Oui, je crois que les travaux de recherche qui ont été menés par John Hopkins et autres
montre que avec le lockdown, la situation un peu de couvre-feu et autres, nous nous attendons à des millions de femmes qui seront un peu les victimes. Donc, en termes de grossesse non désirée, en termes de violences telles que les violences sexuelles, bon, donc les filles qui vont être mariées donc avant l'âge et qui ne vont plus retourner à l'école, bon, toutes choses qui vont impacter quand même négativement notre agenda de capture du dividende démographique et sur lesquels nous devons travailler. Donc, à ce niveau-là, les jeunes, par exemple, les jeunes d'Afriane, que je salue en passant, sont mobilisés à travers le continent pour faire un peu la sensibilisation, donc pour jouer un peu le rôle de veille, donc pour faire en sorte que les systèmes d'appel et les systèmes de secours, les systèmes d'accompagnement, donc puissent fonctionner et que les femmes puissent être protégées, que les femmes puissent avoir accès aux services de protection, que les familles puissent être sensibilisées, que nous puissions les décourager dans certaines décisions qui pourraient en tout cas créer des difficultés énormes pour nos filles et remettre en cause nos efforts actuels, les bonnes tendances que nous avons aujourd'hui en matière de capture du dividende démographique. Vous avez évoqué tout à l'heure le projet Suède. Alors, je voudrais soumettre à l'attention de nos amis internautes qui nous suivent cet élément et je vous ferai réagir juste après. في أمور هنا 13 سنة بس كاناني يوم الأخذوني ده عندها بالفعل تران في زملاك اسمي الكريم الدابي بريمة وأنا مولودة في نيامينا. عندك وقت ودوني بدك في ودوني لكن سخيرة ما أنا عارف شيء كله بده كان مش اليوم ده ما أنا خفت لي ناخد كله لكن وقت ده أنا سخيرة وما أنا عارفة شيء وهو قال لي كان مشيتي في بيتك كلها تجري وما يداركي إيكول وكي خلاص أنا قلت لك إن كده كان هنا كله نكون نجري لكن مشيت معايا ما شاء الله كل اول كده ما سوى لي خلاني قال نمشي يكون فارا هناك ما في الا انا براسي ونخلي عيالي كيف ونمشي ايكول ده بس انا شفت بيجي لي شيء امور خلاص انا خليته فوق ياتو ايكول ذاته خليته وقعدت مع عيالي وهسه حاليا دي عيالي تو بيجوا 8 قالوا نعلموكم نار دانينا خوفنا كل قلنا الكتريسيتي ده خمام دول ده وبال دول ده سلك دول ده انا رجال ولا دانينا نقدر نسوي كله قال لنا تشوفوا بس ديكوا لنا قال تقدروا تسووا قلنا ما شاء الله نشوفوا اول مره نشوفوا كدر مره بتركب فوق وتربي النار وشنداني كل اول مره في فورماسيون ده شفنا حتى يرفنا وسوينا اول ده شغل مش القاسي ما نقدر نسوي لكن وقت دخلنا في فورماسيون ما شاء الله يعرفنا السبانو شنو كله يعرفنا الباتيري كله يعرفنا كيف نادي ما يقدر يربطها ويولي كله يعرفنا في فورماسيون ومن دخل فوق ده بيني حقي واحد وانا بقلبي بدور ترى ده سبب بانغا ما كان ربي اي غبا اي مسوبا بافنا هانسي يا دينغا دول كدايدايتي چاويان هانو چاويان كوكو aiwo alfukari zinu ya dinga irkwar burakul no him kadi charsi wadin seno hal aigo kwayekwa aigo tasiyum aigo habu aigo hayre ga imhina susu bai kulu aigo gadi ai hayre wana anya dai kai ingai wa imandu sai kan kwayekwa zamsa iman kwai lokalsi dole kadai di igwar fugu goy walmo im kwai fariga te goy kan gita bandi imandu sai ga kyau zami tarki hijandi
lokolo jin ko yalla sabu lokolo inga nona aigu wani français histoire géo inga monona halka sun aigu wani chawyan aigu wani hantumiya aite saye ai du boryan kan gogai ga ai mai kyawote ya dinga ai muhimmadan ka chawgo tonto ai makani irdo borai mon makani hantumiya inganda chawya harno kan ganda gabi ma ai goga ne ya danga kutte gaga sinowo ingono nan ai gon ga chawgumo wono nan ai go sintinai boraira dai fullo kol goye kan ai kiaran se banda ai gai tirai sambu gai chawyanti ai mai kai yai sambu ai muka bira ga don matkan iga hantumin teda hantumiya asfala wadin sai nai goga himmadan kai chawyan wote chawyan inganda hantumiya atila sinohin kuna dinga ba ni idunya gora mu bori ai sibakal da ai chaw gaba ai mfata doctor ai mir kwar borai safar ai miga ai bora kulga da labu kulu da ai yidi ai du ize ai ba ngai mom furla kol. Voilà, monsieur le directeur régional, pour illustrer avec deux exemples, l'un au Tchad pour l'autonomisation de la femme à l'aune des problèmes sanitaires, socio-économiques et autres, et l'autre évidemment au niveau de l'éducation, et cela se passe au Niger. Un commentaire par rapport à ce qui vient d'être montré, monsieur le directeur régional. Oui, mais je pense que c'est peut-être le moment de lancer un appel. Donc, à tous les Africains, pour qu'on arrête un peu de marier nos filles à 13 ans et qu'on leur donne la chance d'aller à l'école, hein, qu'on leur donne la chance un peu d'atteindre l'âge de maturité et de choisir. Donc, avec qui elles veulent se marier, bon, une fois peut-être qu'elles auraient terminé leur étude. Je crois que c'est pas une demande, j'allais dire, un peu compliqué. Je pense que c'est une question logique que de laisser les filles faire leur choix, leur donner la chance de vivre. Et la chance de vivre une vie heureuse, une vie où elles peuvent contribuer donc, à la construction de cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc cette Afrique que nous voulons, ce n'est pas une Afrique qui va arriver un peu par hasard. Nous devons la construire. Et pour la construire, nous ne pouvons pas continuer à marier les filles à 13 ans, à les sortir un peu des circuits de l'école, donc à en faire des locumènes qui finissent par faire 10, 12 enfants, hein, qui finissent dans la rue, hein, ou dans le désert, ou en mer. Donc je crois que cette Afrique que nous voulons, ça ne doit pas être un rêve. C'est quelque chose que nous devons réaliser nous-mêmes à travers nos actes. Et je pense que le mariage des enfants, donc faire en sorte que les femmes puissent avoir, en tout cas, accès, en tout cas à leurs droits, puissent accéder à leurs droits, puissent avoir un peu des choix. Et ça commence un peu par un changement de comportement chez nous les hommes. Et la vie de la femme ne va changer que lorsque chaque homme va changer d'attitude vis-à-vis de sa fille, vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de sa mère. Et c'est ça que nous devons faire pour construire l'Afrique de demain. Donc, toutes les autres choses que nous faisons seront accessoires. Et je vais vous dire, comme je le disais hier, lors du webinaire avec mes collègues de l'ICESCO, nous avons, par exemple, dans la zone de la région du Lukta-Gourma, au moment où je parle, plus de 55% des enfants qui sont âgés de 6 à 14 ans qui ne vont pas à l'école. Et nous avons des besoins énormes de salles de classe. Et à chaque fois que vous commencez à construire les centaines de classes dont vous avez besoin pour mettre les gosses à l'école, le moment de terminer, les besoins passent à des milliers. Donc c'est comme un peu Sisyphe, qui était condamné à faire monter la pierre. Et tout ça, c'est la conséquence du mariage des enfants. Ce sont les conséquences
de mauvais traitements que nous infligeons à nos filles, à nos femmes, et ce sont ces conséquences qui font que nous les sortons des circuits d'éducation. D'abord, il y a 50% des gosses qui vont à l'école, moins de 50%. Ensuite, à l'âge de 13 ans, comme nous l'avons vu, la moitié sort et devient des femmes, des épouses, des loques humaines. Donc, l'Afrique ne peut pas compétir avec moins de 25% de ses ressources. Donc, imaginez une équipe de football qui joue contre une équipe et vous êtes dans une équipe qui fonctionne à un quart ou à un tiers, dans le meilleur des cas. Donc, nos problèmes, c'est nous-mêmes qui les créons et je pense que nous devons régler la question du traitement que nous infligeons à la fille. Tout à fait. Alors, Monsieur Mabinge Ngom, nous arrivons au terme de cet entretien. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question rituelle. Nous sommes frappés de plein fouet, c'est le moins que l'on puisse dire, par cette pandémie du Covid-19 et singulièrement sur le continent africain, indépendamment du fait que les statistiques, pour le moment, sont plutôt encourageantes. Mais tout de même, quelles leçons les pays africains pourraient-ils tirer de cette pandémie pour pouvoir, de manière exponentielle, efficiente, bénéficier justement du dividende démographique? Et ça vous permettra de conclure cet entretien. Oui, écoutez, moi je pense que ça va au-delà de l'Afrique. Je pense que je veux peut-être dire un mot avant de revenir sur la question africaine, parce que personne donc ne sera en sécurité, ou personne ne sera en bonne santé si quelqu'un, quelque part, donc, se trouve dans une mauvaise passe. Donc, je pense que la question de la solidarité internationale se pose donc mieux que dans le passé. Je pense que ça, c'est un principe fondamental sur lequel nous devons revenir, nous devons réfléchir, nous devons méditer. Et quand je dis nous, je dis toute la communauté internationale. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, compte tenu un peu des ressources limitées, je pense que l'Afrique va devoir faire face à des choix difficiles. Donc, des choix entre la consommation et l'investissement, des choix entre régler les problèmes d'aujourd'hui, de ce matin, et les investissements dont nous avons besoin pour arrêter un peu ces traitements que nous infligeons à la fille, pour faire en sorte que les enfants aillent à l'école, pour faire en sorte que nous puissions leur donner la formation dont ils ont besoin. Et c'est extrêmement sérieux au moment où nous allons entrer très bientôt dans l'ère de la quatrième révolution industrielle, où tout va changer, où nous avons, imaginez-vous ce qui va se passer à cette jeunesse africaine, qu'on n'arrive pas à mettre dans des salles de classe où il y a un tableau. Qu'est-ce qui va se passer, donc, à l'ère un peu de l'intelligence artificielle? Je crois que ce sont des questions relativement difficiles auxquelles je pense que les Africains doivent réfléchir et qui doivent en tout cas guider les investissements, les choix politiques, les choix des investissements publics, mais c'est à ce niveau-là également que la coopération internationale ou que le partenariat, pour revenir un peu sur Goal 17, donc, a tout son rôle. Et Covid-19 est une bonne leçon, et Covid-19 a montré que nous appartenons à une grande famille et que nous ne serons en paix que lorsque tous les autres seront en paix. C'est vrai qu'il faut nettoyer devant sa porte, il faut que chaque Africain commence à investir dans la fille, investir dans les jeunes, investir dans les actions prioritaires et avec, en tout cas, une coopération internationale conséquente, je pense que nous serons capables d'accélérer un peu la capture du dividende démographique, pour y revenir, parce que je crois fondamentalement que l'Afrique n'a aucune chance. L'Afrique n'a aucune chance de gagner les paris des objectifs de développement durable. Donc, cette Afrique que nous voulons en 2063, cette Afrique prospère, elle ne peut pas se réaliser sans un investissement dans les jeunes. Donc, ce soir, je voudrais lancer un appel à tout le monde, mais aux Africains d'abord, pour que nous puissions en tout cas continuer
donc à prendre très au sérieux cette question de la capture du dividende démographique pour donner un signal très fort à la communauté internationale que l'Afrique reste dans cette direction qu'elle a tracée, que les Africains sont conscients que c'est un problème que nous n'allons pas régler en 2 jours, 3 jours. C'est une course de longue haleine et que l'Afrique a besoin du soutien de la communauté internationale et que la communauté internationale comprenne pour une fois que prévenir, c'est guérir et qu'il est préférable aujourd'hui d'investir dans ces opérations que de continuer les investissements très lourds que nous voyons partout où il y a des foyers de tension. Et malheureusement, comme on le sait, les perspectives ne sont pas brillantes. Donc, ce soir, je lance un appel à tout le monde pour qu'on puisse accompagner l'Afrique dans ses efforts de capture du dividende démographique. Merci. Voilà qui conclut de fort belle manière cet entretien. Monsieur Mabinge Ngom, je rappelle, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, et ce pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous êtes par ailleurs le président ad intérim du groupe des directeurs régionaux pour le développement durable des Nations Unies, et ce pour l'Afrique de l'Ouest. Chers amis internautes, c'est ici donc le lieu de remercier notre invité, mais aussi vous remercier pour l'attention que vous ne cessez de témoigner depuis plusieurs semaines dans le cadre de nos différents entretiens. Demain, un entretien important qui sera mené par notre présidente de l'ADN, Marie-Chantal Ouitonze, qui recevra un invité exceptionnel. C'est une surprise. Vous allez sur la page Facebook de l'ADNI et vous aurez tous les détails. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain. Nous serons le 3 juin et j'aurai le privilège d'accueillir le ministre congolais de la coopération internationale, de l'intégration régionale et de la francophonie. Merci à vous, Monsieur Mabinge Ngom. À très bientôt, Merci, je l'espère. Merci au nom à très bientôt. Merci. de Network in Europe. Merci. À la prochaine. Merci. Merci.